Je vous souhaite la bienvenue à ce cycle de discussion en ligne sur les moments utopiques pendant la pandémie. Reconstruire une culture durable en temps de pandémie, c'est le sujet qui nous préoccupe. En temps de pandémie, en temps de crise, la culture a normalement un rôle prépondérant. Et ici, dans le cadre de cette pandémie, les restrictions étaient fortes et les possibilités limitées. Donc, nous voulons, à l'aide de ce cycle de discussion, essayer de réfléchir ensemble de quoi il s'agit dans cette redéfinition du rôle de la culture dans la société, ces moments utopiques pendant la pandémie. Aujourd'hui, le sujet qui nous préoccupe est justement la question de savoir quels sont ces moments utopiques pendant la pandémie. Nous allons avoir différents points de vue, un point de vue français, un point de vue allemand, et puis également certainement au final une perspective européenne sur la question. Donc aujourd'hui, c'est la première session de ce cycle de discussion. Nous aurons une autre session qui aura lieu prochainement et qui concernera les festivals entre la fragilité et la résilience. Elle sera prévue elle est prévue pour le 12 octobre 2021 et elle sera suivie d'une autre session, la dernière du cycle, le 18 octobre 2021 à 15 heures. La question sera là de savoir en quoi la culture et la durabilité unissent les villes européennes. Je souhaite de nouveau vous rappeler que ce cycle de discussion est organisé par la Fondation Genshagen, et ce de manière bénévole et avec le soutien du ministère de la Culture, du ministère fédéral de la Culture. Voilà, je propose maintenant que nous débutions sur notre cycle et j'ai envie qu'aujourd'hui nous nous tutoyons tous. Nous sommes une petite communauté et puis j'ai envie en fait de cette manière un petit peu de contribuer à cette idée d'utopie dont nous allons parler aujourd'hui. De quoi allons-nous parler? Eh bien, nous allons voir ensemble si cette crise de la Covid-19 recèle aussi des potentiels éventuellement. Nous avons souffert tous de l'absence de culture. Nous avons souffert aussi dans le secteur culturel de l'absence de ce caractère essentiel de notre secteur qui pourtant est essentiel. On a vu que le secteur culturel avait été un petit peu laissé pour compte. Les différents pays ont eu une approche différente de la question durant cette période de crise pandémique et nous aimerions ensemble répondre à la question de savoir ce que cela signifie lorsque en France des salles de théâtre sont occupées, lorsque en Allemagne le secteur de la culture est si souvent oublié. Tout cela, ce sont des sujets que nous voulons évoquer ensemble. On va essayer aussi peut-être de rêver un petit peu tous ensemble et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous. Également mit Mechthild Haikoff und aufgrund der alphabétischen Ordnung werde ich mit Mechthild. Et aussi avec Mechthild Haikoff et pour respecter l'alphabet, nous allons donc commencer par Mechthild. Mechthild, depuis 2020, tu diriges le Fonds Socioculture. Le Fonds Socioculture a pour objectif d'encourager la participation citoyenne par le biais de projets artistiques et culturels. Et tu as mené des projets d'ailleurs de grande ampleur à l'échelle nationale sur la structure et l'innovation dans l'animation et la médiation culturelle. Et tu as eu également la possibilité de diriger des équipes consacrées à l'éducation culturelle de la Fondation Mercator. Tu as également développé et dirigé surtout le U2 Kulturelle Bildung, un espace à Dortmund dédié au programme d'engagement innovant et participatif destiné aux jeunes et aux acteurs de la culture. Pour tous ceux que cela intéresse, n'hésitez pas à nous faire un signe via la messagerie et nous vous enverrons, ou plutôt ma collègue Julia Alfinger de la Fondation Genshagen vous enverra plus d'informations sur la personne. Et puis nous reviendrons aussi sur ces sujets qui sont particulièrement intéressants pour vous. Donc, Mechthild, merci d'être là ici avec nous aujourd'hui.
Nous avons avec nous également Bérénice Ndikim, sociologue du théâtre et professeure en art du spectacle à l'Université Lumière Lyon 2. Bérénice, si on parlait en allemand ensemble, je t'appellerai certainement professeur Ndikim. Mais aujourd'hui, on a décidé de se tutoyer, donc je vais laisser le titre et je vais également dire, pour que tout le monde te connaisse un petit peu mieux, tu es non seulement sociologue du théâtre et professeur à l'université, tu es également membre de l'Institut universitaire de France, tu es une ancienne comédienne, tu t'intéresses à tout ce qui touche en fait le spectacle vivant et la politique. Tu questionnes les inégalités face à la culture, les pressions sociales et politiques qui peuvent également s'exercer sur l'artiste, et ton travail s'enrichit en s'appuyant sur divers champs des sciences sociales, ce que je trouve vraiment particulièrement intéressant, les études sur la performance, les études culturelles, sociologiques, la théorie critique. Tu as beaucoup de publications que j'aimerais nommer brièvement ici: Les cités du théâtre politique en France depuis 1989, Troupe, compagnie, collective dans les arts vivants, que tu as coécrit avec Séverine Ruzet. Tout ça fait en sorte que, en fait, Mechthild et toi, vous êtes vraiment les deux partenaires de discussion idéales pour moi, pour mener cette discussion que nous allons commencer dans une toute petite seconde. Donc, für alle, die ein bisschen später gekommen sind, bitte nochmal, falls ihr auf Französisch... Pour tous ceux qui nous rejoignent un petit peu plus tard, surtout pensez bien à utiliser la fonction d'interprétation si vous en avez besoin. Le bouton de traduction, pardon, moi j'ai l'habitude de parler en anglais d'habitude et pas dans ma langue maternelle française. La traduction est en bas à droite. Voilà, und hiermit möchte ich mich auch mal bedanken bei der Dolmetscherinnen, die uns zugänglich machen in unseren Ausdruck. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour remercier les interprètes qui nous aident beaucoup, Kerstin Elsner et Ilham Anzen-Jafar, qui nous permettent de passer d'une langue à l'autre en toute simplicité. Merci. Et maintenant, nous poursuivons. Et peut-être que nos participants ont envie aussi dans le chat de nous dire ce qu'est pour eux une utopie et qu'est-ce qu'ils entendent par l'utopie. Mais tout d'abord, nous allons commencer par une petite vidéo afin peut-être de vous présenter un petit peu les activités de Mechthild. Ce sont 3 extraits de films vidéo un peu plus longs et puis nous mettrons à votre disposition les liens via le chat. C'est parti. La ville idéale. Bienvenue dans la ville idéale, à la radio Ville idéale. Bienvenue à la ville idéale. Avant de poursuivre notre programme, nous souhaiterions inviter l'un ou l'une d'entre vous à participer à notre émission de ce soir. Pour cela, nous avons mis en place un studio d'enregistrement qui va vous permettre de prendre position en direct à la radio. Une ville idéale, c'est une ville où la démocratie règne pour que le droit au logement soit inaliénable. C'est une ville dans laquelle on se sent tous en sécurité et chez soi. Une ville idéale, c'est une ville dans laquelle tous se sentent bien, pas seulement les gens normaux, en bonne santé, mais aussi les gens en situation de handicap, les personnes âgées, les enfants. Ja, wir sind heute mit den Dialogfeldern unterwegs. Die Dialogfelder sind ein Projekt für Kunst im öffentlichen Raum. Nous sommes aujourd'hui ici avec Dialogfeld. C'est un projet artistique qui a lieu ici, chez nous. Nous avons réuni différents artistes venant de partout en Allemagne, mais aussi en Europe, et qui se retrouvent durant 6 semaines ensemble pour partager leur vision sur la ville. Okay, ich glaube, das war's mit einem kleinen Exzerpt. Das gibt uns eine gute
Voilà, je crois que ce sont de premiers extraits qui nous donnent une impression de ce que tu fais, Mechtilde. Mechtilde, quel est le rôle de la culture dans cette période pandémique et post-pandémique? Merci de m'avoir présenté ici et puis merci de me donner la parole. Alors, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est sujet de ces personnes dans la rue qui souhaitent devant des magasins qui ont été abandonnés ou devant des lieux complètement abandonnés faire changer les choses, eh bien, c'est de la culture. Produire la culture et essayer par des idées culturelles, par des actions culturelles de se rendre visible. C'est peut-être un peu abstrait, mais imaginez quand même que dans un paysage quelconque, on ait un terrain et que ce terrain soit utilisé, par exemple, pour une représentation d'un ballet ou autre. Ça, ce serait justement cette conception de l'idéal. Et puis, le Fonds socioculture est d'avis que toute personne, artiste ou pas d'ailleurs, a besoin et peut disposer d'un lieu où elle peut s'exprimer tranquillement. Et c'est le cas de nombreux terrains. On en voit à Berlin, des terrains sur lesquels on peut exprimer sa créativité artistique, et ce, malgré l'arrivée de nombreux investisseurs et de tous les projets immobiliers qui sont prévus. Voilà, c'est un peu, en fait, l'idée de ce fonds socioculture. OK. Et est-ce que tu penses que cette pandémie a permis peut-être d'éveiller la conscience des personnes quant à l'importance de cette culture dans des temps de crise? Eh bien, je l'espère en tout cas. Nous allons le voir, bien entendu. Nous nous trouvons maintenant dans une phase où je crois on a les projets de différentes institutions qui font que on va avoir de nouvelles perspectives, un nouveau point de vue sur ces cultures, sur cette culture. Et oui, en tant que fonds, nous avons eu l'occasion durant cette pandémie de nouer d'autres contacts avec le gouvernement, avec notre donateur en quelque sorte. Et le gouvernement fédéral allemand a soutenu le monde culturel et les institutions culturelles et ses fonds aussi. Mais au départ, il a fallu quand même beaucoup travailler sur l'idée de la scène culturelle qui n'était pas finalement si bien connue de ces personnes. Et je crois que ça a été un travail important. Il a fallu réellement expliquer l'importance et l'importance capitale de notre secteur culturel. Et c'est qu'à ce moment-là que le gouvernement fédéral a essayé ensuite de mettre en place des programmes de soutien. Et nous, en tant que fonds, nous avons réussi à en profiter. Et c'est à partir de là que nous avons pu donner naissance à certaines utopies. On s'est aperçu que dans le monde socioculturel, la perte de contact a été très importante et a laissé des séquelles, évidemment. Et je peux vous dire aujourd'hui déjà que ces acteurs culturels ont été très engagés dès le départ. On savait très bien qu'on avait besoin de tous, on avait besoin de tout le monde. Il fallait engager des actions, il fallait essayer de se faire voir, de se rendre visible par des activités particulières, par des peut-être représentations en ligne, par des galeries en ligne virtuelles ou par des prospectus qui étaient distribués. Ce sont des actions qui ont été menées et qui ont permis en quelque sorte de créer ces utopies. Il fallait renouer le contact, il fallait que ce contact reste encore tangible et qu'il ne disparaisse pas. Il fallait finalement, comme tu le disais tout à l'heure dans tes mots d'introduction, que cette utopie reste une grande liberté qui devait rester notre liberté. Et il fallait jouir de cette liberté. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés et puis tous ces projets avaient pour objectif principal de garder le contact finalement avec tous. Oui, la créativité, c'est vrai, chacun est créatif. Bérénice. Avec l'art performatif, vraiment, et effectivement, c'était très altéré au cours des derniers, on va dire 1 an et demi, donc 18 mois, environ 19 mois même bientôt. Comment le rôle, la portée de tes intérêts peut-être a évolué pendant cette année? Est-ce qu'il y a eu une perspective qui a un peu changé pour toi au cours de cette période? Qu'est-ce que ça a fait avec toi dans ton travail, ce qui s'est passé?
Avant toute chose, merci de m'avoir invité. Et parce que je pense que c'est une question importante et complexe à la fois cette notion d'utopie, et puis je pense qu'on y reviendra, mais je pense que la notion de reconstruction me paraît aussi vraiment importante et intéressante à convoquer. Alors à titre de professeur justement à l'université, oui, ça a forcément changé des choses, à la fois parce qu'on a été privé de ce qui est pour nous d'abord notre outil de travail quotidien, qui est le dialogue avec les artistes, mais aller voir des spectacles avec les étudiants, voir les étudiants de près, échanger avec eux, et voilà, et c'est certain que ça a été éprouvant, comme pour beaucoup. Et du coup, voilà, là on est dans ce moment d'après. On ne sait pas si on est de nouveau dans un avant, mais en tout cas on est dans un après où on goûte le fait de retrouver et le chemin des théâtres et le contact avec les étudiants, beaucoup. Donc, toutes les deux, vous parlez véritablement de ce contact, là où l'énergie créative va passer, là où le rôle de l'art va être peut-être un petit peu mieux compris, le rôle de l'art et de la culture de manière plus générale. Bon, on voit maintenant bien vos deux différentes perspectives. Ich möchte gern vielleicht mal weitermachen mit dir, Mechthild. Je vais maintenant poursuivre avec toi, Mechthild. J'aimerais revenir à ce caractère essentiel qui a été défini durant la pandémie. Bien sûr, cette expression créative, le rôle de la culture, c'est essentiel. Est-ce que c'était considéré comme essentiel? Quelle était la situation en Allemagne durant cette pandémie? Parce que nous aimerions un petit peu mieux comprendre les contextes nationaux. Alors, je peux effectivement parler de mon point de vue. Je ne peux pas parler de tout le secteur culturel allemand. Ça dépend d'un projet à l'autre, je pense, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, comme je le disais tout à l'heure, il a fallu au début déjà discuter avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a reconnu qu'il fallait faire quelque chose pour le secteur culturel. Et bien entendu, ce n'était pas la même chose que ce que le gouvernement faisait pour la Lufthansa, la compagnie aérienne allemande. Il s'agissait de complètement autre chose. Le gouvernement s'est aperçu qu'il avait affaire à des personnes dans ce monde culturel, dans ce secteur culturel, qui étaient des intermittents, qui étaient des personnes qui travaillaient alors pour leur compte, qui avaient peut-être des difficultés aussi à assurer leur survie financière durant cette période. Et bien évidemment, dans ce secteur culturel, les gens ont dit ce que cela signifiait d'être intermittent, d'être artiste, parce que trop souvent, ils ont été oubliés dans les premières mesures prises par le gouvernement fédéral pour aider les personnes sur le plan financier. Et puis les artistes ont aussi à un moment, essayer de soutenir aussi tous leurs collègues, ont essayé de se montrer solidaires les uns les autres. Par exemple, l'un a préparé des prospectus pour l'autre et puis l'autre a chanté à un mariage, par exemple, gratuitement. Et ce sont des services qui se sont rendus mutuellement et ce sont des intermittents, en fait, qui ont fait preuve de solidarité. Je crois que j'ai oublié la question de départ. Je suis désolée, ici, Coppens. Oui, c'est pas grave, c'est une discussion. On échange un petit peu. Donc, pas de problème là-dessus. On peut parler de tout et nous allons avoir un petit fil peut-être conducteur de notre discussion, mais nous allons nous y retrouver. Mais Mechthild, tu as dit quelque chose de très important. Tu as parlé de ce caractère justement particulier du statut des intermittents. Menschen, die auch mal nur, also sporadisch sozusagen intermittents. On a ce statut d'intermittent en France. Ce sont des intermittents. C'est un statut un peu particulier qu'on ne retrouve pas en Allemagne. En France, je crois qu'on a une petite vidéo de France TV Info et j'aimerais bien qu'on voit le petit extrait sur la situation en France.
Bérénice, alors qu'est-ce qui s'est passé en France? Alors vous, de ton point de vue, puisque tu n'étais peut-être pas forcément partie prenante, tu peux nous expliquer un petit peu les fermetures des théâtres, le sentiment de révolte, qui a été impliqué, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Oui, alors cette vidéo, elle est en fait assez récente, hein, au regard de la durée de la crise sanitaire et des fermetures des théâtres. Donc en France, je ne connais pas exactement la situation en Allemagne, mais donc pour situer, en France, il y a eu différents confinements donc effectivement, les théâtres ont été absolument fermés pendant plusieurs mois, et ensuite il y a eu un nouveau confinement, mais durant lequel il était possible de répéter en fait. Donc à la fois il était possible pour les artistes de reprendre une activité après l'été et de retrouver le chemin du travail. En fait, le moment de mobilisation a été consécutif à ce moment-là, à partir du moment où d'autres secteurs d'activité ont pu reprendre et où, en fait, les artistes se sont demandé pourquoi les théâtres ne rouvraient pas alors que d'autres lieux étaient, eux, autorisés à rouvrir. Et ça fait suite aussi à différents temps de la communication gouvernementale, dont aucun n'a été très, attentionné à l'égard du secteur culturel. D'abord, ça s'est fait sous la forme d'un oubli complet, qui a duré quand même un certain temps. Ensuite, l'été 2020, il y a eu ce discours assez incompréhensible, en apparence seulement, mais pour le coup qui manifestait un intérêt fort du président de la République lui-même, qui a pris la parole sur ce sujet, court-circuitant le ministre de la Culture avec un discours assez échevelé, mais en fait c'est aussi une stratégie de communication. C'est vrai que sur le moment ça a été énormément moqué parce qu'on avait l'impression qu'il avait un petit peu perdu le contrôle de ses propos. Notamment il a engagé des artistes à chevaucher le tigre, ce qui a beaucoup fait parler. Mais en même temps il y avait comme ça quelque chose d'une invitation à une débauche d'énergie qui donnait une sensation de comprendre précisément parce qu'il y avait quelque chose d'un peu échevelé, un peu créatif, un peu comme ça brusque presque dans cette idée qu'il y avait quelque chose d'inédit à saisir dans cette situation. Donc c'était plutôt au contraire un exercice de communication très bien rodé. Mais ça voulait dire quoi concrètement, chevaucher le tigre? En l'occurrence, ça voulait dire être plutôt aller vers des activités socioculturelles, parce qu'on était aussi dans l'idée des vacances apprenantes parce que les élèves avaient été privés d'une scolarisation normale. Donc de fait, il s'agissait quand même qu'ils se déplacent que les artistes se déplacent par rapport à ce qui est leur cœur de métier et qu'ils soient plutôt du côté de l'éducation, etc. Après, on a eu de nouveau un creux et puis aussi un face-à-face qui s'est fait avec la profession sur des enjeux plus économiques, à la fois relatifs à l'intermittence, effectivement, dont tu parlais tout à l'heure. Et ça a été une négociation âpre au long terme, on y reviendra peut-être après. Et puis, il y a eu ce deuxième temps beaucoup plus tardif, où donc la culture a été considérée comme un secteur non essentiel. Donc ça a été le deuxième grand moment de la communication gouvernementale, qui n'était pas très attentionné non plus, puisque des mots ont été mis, mais ils étaient plus incohérents, mais ils étaient violents. Et c'est à partir de ce moment-là, donc qui est assez tardif en fait, que il y a eu ces occupations dont alors la vidéo montre le bon côté des choses, je dirais, mais de fait, il y a eu quand même une réception assez clivée, y compris de la part des directeurs de lieux. Là, on entend Stanislas Nordet, David Bobet aussi au Théâtre du Nord, donc Nordet au Théâtre National de Strasbourg, au Théâtre du Nord. Donc, il y a des directeurs de théâtre qui ont vraiment soutenu le mouvement. À l'inverse, Stéphane Braunschweig à l'Odéon a eu des mots assez durs pour ces occupations-là. Donc voilà, ça n'a pas fait consensus, ça n'a pas non plus été l'ensemble de la profession qui s'est mobilisée. Et ce qui est intéressant et ce que montre bien ce petit extrait, c'est qu'on voit qu'en fait c'est quand même beaucoup une mobilisation. Alors on voit pas trop le côté militant, les organisations d'intermittents en lutte. On voit plus le côté de la jeunesse et effectivement avec ce qui a fédéré à d'autres revendications militantes,
intermittente portée par la jeunesse, puisqu'il faut savoir aussi que juste avant toute la fermeture, il y avait toute une série de mouvements de grève, de mobilisation dans l'enseignement supérieur pour des réformes liées à l'enseignement supérieur, et également, et ça concerne aussi les intermittents, un énorme projet de réforme des retraites en France, pour lequel une mobilisation était en train de se mettre, une mobilisation qui s'annonçait importante et qui a donc subi un coup d'arrêt du fait du confinement. Dans le film qu'on vient de voir, dans la vidéo qu'on vient de voir, une jeune personne dit « on s'est senti utile ». C'est-à-dire qu'on a repris un petit peu les rênes, on s'est rendu. Je voulais vous demander à toutes les deux, donc je commence par Bérénice. Tu penses qu'il y a un moment où on s'est aperçu, les gens se sont aperçus, le public, la population s'est aperçue que la culture, c'est plus que du divertissement à cause de ce qui s'est passé? Alors c'est pour ça que tout à l'heure je disais que peut-être plus que d'utopie, il serait question de reconstruction, et qu'à mon sens on est dans un moment de reconstruction, parce qu'hélas non, en fait. Donc sur cette notion de culture non essentielle, il y a eu quelque chose de positif en France, d'une prise de conscience de l'opinion publique concernant certains métiers assez dévalorisés, les métiers du care, les métiers du soin, mais aussi des métiers comme l'activité de, alors non seulement évidemment les infirmiers, enfin tout le corps médical, mais aussi les caissières, les livreurs Amazon, qui eux ont joui d'une reconnaissance, alors qui ne s'est pas forcément traduite économiquement par des revalorisations de salaire, mais en tout cas, il y a eu, de la part de l'opinion publique, un élan réel. Il n'en a rien été pour la culture, en fait. Et c'est pour ça que je parle de reconstruction, parce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de trauma, en fait, dont d'ailleurs, je pense que les artistes ne peuvent pas encore complètement, qu'ils ne peuvent pas complètement encore verbaliser, parce que c'est extrêmement violent et extrêmement douloureux. Parce que je pense qu'il y avait plutôt la prise de conscience que vraiment il n'y avait pas grand monde qui en avait grand chose à faire, quoi. Was ist mit dir, Mechthild? Wie siehst du das von deiner Perspektive? Qu'en est-il, Mechthild, de ton point de vue, du point de vue allemand, et puis aussi dans le cadre du Fonds socioculture? Est-ce qu'il y a eu un moment où les gens se sont dit, ben oui, la culture, c'est un divertissement, c'est bien pour un certain temps, mais bon, il faut vraiment qu'on retourne au théâtre. Est-ce qu'il y a eu justement cette prise de conscience côté allemand d'un coup? Bien, évidemment, je ne peux pas le prouver par des études quelconques, mais je crois que oui, effectivement, il y a eu au départ beaucoup de streaming en ligne, et ça a permis probablement un petit peu de compenser ces fermetures, et c'était un moyen aussi pour les artistes de dire voilà, nous sommes encore là, mais dans le fond, beaucoup se sont aperçus que ce n'était pas pareil. On ne pouvait pas juste transposer une scène théâtrale ou une pièce de théâtre en ligne, ça ne suffisait pas. Et donc, je crois que aussi bien les acteurs que les créateurs dans les heures du spectacle se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas une solution durable. Bien sûr, aujourd'hui, on fait beaucoup d'autres choses qu'on ne faisait pas avant, commander à manger ou rencontrer ses amis en ligne, tout cela. Mais il y a eu réellement un véritable désir de retrouver ce chemin de la culture à un moment. Comme l'a dit Bérénice, il y a eu cette volonté, ce besoin et ce désir ardent de retourner sur les lieux culturels, de retourner au théâtre, retourner au cinéma ou autre. Et je crois que je parle du fonds socioculturel, moi je peux vous dire que c'est l'expérience que nous avons faite justement. Nous avons vu à Brême qu'au départ, on s'est retrouvés d'abord sur Zoom, on a essayé de communiquer ensemble, d'échanger ensemble sur les prochains projets, de voir ensemble, alors est-ce qu'on pourrait mettre en place un orchestre Covid-19, et on s'est aperçu que ces acteurs du secteur culturel ne pouvait pas juste se contenter de rester là-dessus. Il fallait réellement recréer le lien entre les artistes eux-mêmes, qui d'un côté certes disaient que oui, on pourrait y arriver aussi comme ça, mais que l'essentiel était de maintenir le contact, de faire en sorte que ce contact ne soit pas rompu, et de faire en sorte que les citoyens de tout âge, de toute origine d'ailleurs, puissent réellement participer à ce monde culturel. Et ça a appelé
rappeler une grande gratitude de notre côté et du côté de notre public. On a eu des commentaires divers et multiples qui nous remerciaient parce qu'on proposait plus d'activités et pas seulement des activités en ligne. Donc il y a eu réellement ce besoin de retrouver cette culture telle qu'on la connaissait. C'était un besoin, je pense. C'est peut-être une sorte d'utopie, mais c'était cette volonté, cette utopie de d'impliquer le public, de faire en sorte que le public revienne vers le monde culturel. Et c'est un droit, je crois, et il est important d'en parler, même dans un format numérique. Et même si beaucoup de choses ont fonctionné quand même sur le plan numérique, sur le plan virtuel, mais en aucun cas cela ne peut remplacer justement la situation réelle et l'importance du monde culturel a été, je crois, soulignée une fois de plus par cette pandémie. C'est très bien tout ce que tu dis, car effectivement, c'est maintenant que je voulais venir avec vous à l'idée de l'utopie, pour aller dans ce sens toujours. Où allons-nous nous rendre? Et puis, quelles sont les nouvelles portes qui se sont ouvertes, peut-être via cette crise, justement, utiliser Zoom pour certains films ou pour certaines pièces de théâtre, certains concerts. Quelles sont les nouvelles portes qui se sont ouvertes donc durant cette pandémie et qui peut-être vont être des solutions aussi envisageables pour l'avenir? Tout cela parce que on a eu cette période de pandémie et nous savions certes que la numérisation arrivait à grands pas dans notre monde, mais peut-être que nous n'avions pas encore eu réellement la possibilité de mesurer l'ampleur de cette numérisation. Et puis d'un coup, avec cette pandémie, on a du jour au lendemain réellement accéléré cette évolution technologique, comme tu le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces entertainment platforms d'un seul coup, les artistes? Est-ce qu'on a pu transférer quelque chose? Est-ce qu'on a pu utiliser ce côté digital un peu mieux, un peu pour essayer de sauver ce qui avait sauvé? Alors en France, il y avait déjà un mouvement quand même assez fort de numérisation. Alors en danse en particulier, mais de plus en plus déjà dans le champ théâtral, y compris d'ailleurs, il faut bien le dire, dans une optique de diversification des ressources des théâtres. Voilà. Donc ça c'est... je dirais pas nécessairement d'ailleurs que ça s'est accéléré. La diffusion de ce type de support s'est accélérée. Ça n'a pas changé grand-chose dans la mesure où on le sait déjà que ça ne remplace pas la représentation, voilà. Donc ça ne remplace pas plus. Moi, je trouve que dans les tentatives, disons, intéressantes que j'ai pu voir, il y avait quelque chose plutôt du côté par exemple, de l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs théâtres qui ont mis en place un peu comme des écoutes téléphoniques, en tout cas des transmissions téléphoniques de spectacles, ou alors évidemment du coup de formes nouvelles, imprévues. Alors bon, évidemment qui se sont organisées rapidement, sur le vif. Et alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai pas eu l'impression que dans les programmations de cette année, il y en avait nécessairement de traces. Donc, je ne sais pas ce que ça va à modifier dans la façon de faire du théâtre des artistes. Mais ça, j'ai trouvé ça plus intéressant, y compris parce que c'était quelque chose qui transformait le processus de création, alors que la question de la diffusion, de captation, ça c'est pas quelque chose qui a été inventé, c'est pas une forme qui a été inventée pendant ce moment-là.
Oui, excellent point. Ah, absolument, parfaitement. Est-ce que vous pensez que, quand on va de tout ce côté digital, etc., quel rôle a joué la durabilité là-dedans, en fait? Parce que vous vous souvenez, toutes les deux, tout à fait au départ, plus de circulation, plus personne dans les rues, on entend les oiseaux, on allait sauver la planète, on était tous ensemble et ça allait le faire et voilà, et on allait passer au côté peut-être plus digital. Oui, mais bon, c'est pas forcément bon pour la planète et tout. Mais est-ce qu'il y a dans la culture aussi, pour parler des pratiques qui changent, est-ce qu'il y a eu quelque chose aussi qui a considéré encore mieux la durabilité, ou est-ce que c'était impossible parce que la propre existence, sauvegarde de la propre existence était prédominante? Mestil, magst du vielleicht mal diese Frage antworten, obwohl ich die jetzt auf Mestil, peut-être que tu aimerais pour répondre à cette question, même si je l'ai posée en français, j'imagine qu'elle a été interprétée vers l'allemand. Oui. Alors, évidemment, on ne peut pas encore dire ce qu'il en est, mais il est vrai qu'on a eu des projets qui portaient sur la durabilité ou sur le changement climatique. Il y a eu un projet à Hambourg qui portait là-dessus d'ailleurs, et dans lequel on disait, moi je suis l'Elbe, ce fleuve qui traverse Hambourg, moi je suis telle ou telle personne, et puis il y a eu une communication entre eux, et cela s'est fait de manière virtuelle. Donc c'était un projet vraiment qui portait sur Hambourg. Et puis, moi, je crois qu'il y a réellement une nécessité de proposer des plateformes pour parler et échanger de la durabilité. Et la durabilité, si on revient à ce que disent les Nations Unies, ce sont 17 grands objectifs qui vont nous permettre d'y parvenir. C'est un accès, je pense, à l'éducation, c'est une équité dans le traitement de tous. Ce sont des sujets qui finalement constituent des sujets principaux du secteur culturel, et il y a eu de nombreuses activités qui ont été menées, de nombreuses actions qui ont été menées, et nous avons vu dans le cadre de ces actions qu'il y a eu une véritable prise de conscience, une prise de conscience accrue sur l'importance du secteur culturel du point de vue du Fonds socioculture. Nous avons, via des séminaires en ligne, réellement ouvert des possibilités, et je me suis dit vraiment que si l'avenir de la culture, c'est ça, je pense que ça va dans le bon sens. Essayer de faire en sorte que de grands artistes puissent sensibiliser tous à l'importance de ce monde culturel, et éveiller finalement la conscience, attirer l'attention de la société sur les questions de l'art et de la création. Je pense que dans ce sens, nous pourrons aussi œuvrer à une durabilité. Oui, je le crois. Mais Stine, ce que tu dis, ça revient à ce que vient d'écrire une participante ici en anglais dans le chat. Elle disait qu'elle ne savait pas trop ce qu'il en était des utopies, mais qu'elle trouvait que il y a eu une sorte de nouveau départ suite à cette pandémie, et que les gens avaient vraiment l'espoir de découvrir de nouvelles voies, d'apprendre de nouvelles choses, de développer aussi de nouvelles compétences, de jouer de nouveaux rôles. Tout cela, ce sont des utopies peut-être aussi. À ton avis, ou peut-être je vais demander à Bérénice plutôt, pour que nos interprètes puissent travailler. Alors Bérénice, comment vois-tu, où est d'après toi le moteur de ces nouvelles voies que nous pourrions adopter dans le secteur culturel? Alors c'est une question un petit peu différente de celle de la durabilité du coup. Je pense que la pandémie en France, en tout cas pour le secteur culturel, mais comme dans d'autres cas, n'a fait qu'aggraver et accélérer des processus en cours depuis déjà longtemps. Et donc, alors en un sens, par rapport à ces questions de durabilité, c'est-à-dire que si on veut que les choses changent pour pouvoir durer, justement, pour pouvoir durer, durer, le secteur culturel doit changer. Et
et de manière générale, pour que nous puissions durer, notre façon de vivre doit changer, ça on le sait. Après, je pense que c'est vraiment cette notion de monde d'avant, monde d'après est assez décisive, mais ça c'est un enjeu, c'est une question qui est très conflictuelle en fait. Il y a une forte conflictualité pour savoir ce qu'on veut changer, comment, etc. Et quand je dis que ça accélère ou que ça aggrave des processus en cours, c'est-à-dire que très concrètement, que ce soit sur cette question de l'intermittence, mais de manière plus générale sur les équilibres entre les équipes, les compagnies indépendantes et puis les lieux de production-diffusion. Il y a des rapports de force quand même assez déséquilibrés, et le déséquilibre s'est accentué, c'est-à-dire que globalement, par exemple sur la fameuse année blanche des intermittents, en fait elle a eu des conséquences très inégales selon le confort dont bénéficiaient déjà les intermittents. Donc, en gros, ça a accentué les inégalités. Ça, c'est les rémunérations individuelles. Et puis, de la même façon, s'agissant des compagnies, toutes ces questions d'annulation qui ont généré des reports de dates. Et donc, du coup, là, il y a une espèce de bouchon. En fait, il y a un effet bouchon. Et donc, il y a une sorte d'accélération des logiques d'avant, d'un excès de quantité d'offres par rapport à la demande que peuvent assumer les théâtres. Et donc, quel spectacle on choisit de reprogrammer, quel spectacle on laisse tomber. Tout ça, donc ça vient fragiliser encore des compagnies indépendantes qui sont déjà depuis des années de plus en plus fragilisées, à la fois parce qu'il y a des contractions économiques et parce qu'il y a un discours d'accompagnement, je ne sais pas comment dire, sur la question du sentiment symbolique d'une utilité collective, justement, qui est absent. Concrètement, la culture a disparu du discours, du débat politique. On sait déjà qu'elle sera complètement absente de la présidentielle, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, la France était quand même le pays. Oui, c'est étonnant. Je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques, mais c'est très étonnant de voir de ce qui se passe ici. J'aimerais bien, avant qu'on arrive dans le dernier round de cette discussion sur les utopies. Alors, est-ce qu'on parle vraiment juste de reconstruction, de réinvention, de réajustement de juste tout ce qui s'est vraiment mal passé, pour ainsi dire, pour se remettre un petit peu à niveau, comme on dit en français. J'aimerais bien voir une petite vidéo de justement des pratiques qui ont eu lieu pour essayer d'être au-delà de l'absence, pour ainsi dire, pour pouvoir avoir sa pratique culturelle. Et puis, après cette vidéo, je vous poserai un dernier round de questions sur les utopies qui sont peut-être possibles ou de toute façon impossibles. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo, s'il vous plaît? In Absentia. C'est une performance, also das sage ich vielleicht mal ein bisschen auf Deutsch. Die Performance In Absentia war C'est une performance In Absentia qui était une vidéo présentée à un concert numérique de l'école de musique de Freihafel. Et à l'époque, comme il n'était pas possible de se retrouver en présentiel, ont tourné cette vidéo à l'aide de leurs professeurs pour montrer ce qui se passait à ce moment-là.
Voilà, je crois qu'on voit très bien dans cette vidéo en fait les possibilités quand même d'avoir un élan créatif avec les techniques digitales et en même temps la terrible mélancolie du cloisonnement, de la distance et de l'absence et tout ce que ça peut apporter à notre âme finalement. Voilà, donc je trouve ça très bien qu'on ait pu voir ça maintenant. Donc j'arrive maintenant à notre partie sur l'utopie, diese imaginäre Gemeinschaft oder Gesellschaft. Cette communauté imaginaire, cette société imaginaire qui a des volontés particulières, de perfection peut-être. C'est un petit peu la définition de l'utopie. L'utopie est tout de suite liée à tout ce qui est impossible et peut-être aussi, comme on l'a vu dans cette vidéo, justement, à ce que l'on ne peut pas atteindre. Quelles sont ces utopies? Quels sont les potentiels d'utopie qui existent et qui ne sont pas encore peut-être exploités aujourd'hui? À ton avis, dans quelle mesure il y a encore un espoir et une utopie? Oui, alors je pense que cette liberté de créer quelque chose comme on le souhaite dans le cadre de la société, pas dans le cadre privé, je crois que ça c'est important. Je ne sais pas si ça s'applique à l'Allemagne, mais dans certains cas, c'est nécessaire aussi. C'est bien quand on a un État qui nous dit bah, ça c'est autorisé, ça ne l'est pas. Et ici, en Allemagne, on a peut-être plus tendance à interdire plus longtemps les choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, le risque que l'on court, c'est d'oublier la force de l'utopie et la force que nous confère cette utopie pour créer quelque chose. Et à mon avis, cela se retrouve aussi dans la culture. Il y a des bâtiments formidables. Il y a aussi certainement des personnes qui sont formidables et qui pourraient, grâce à des plateformes, justement, donner l'occasion à leur création et à leur créativité de s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dire un petit peu qu'on peut se retrouver partout et qu'on peut s'exprimer partout. On peut le faire au niveau de la culture. On peut utiliser aussi, recourir à ces bâtiments qui existent déjà pour que cette culture soit plus visible et plus tangible pour tous. Et puis d'un autre côté, on peut se dire aussi, moi, je me sens responsable. Je suis là pour mon environnement, pour mon voisinage. Je vais essayer de donner naissance à cette créativité dans le cadre de mon environnement et je vais donner vie à cette créativité. Et je crois qu'il y a besoin de plus de visibilité, faire plus de choses à l'extérieur, c'est ce qu'on a connu pendant cette pandémie, mais faire en sorte aussi que tous puissent s'exprimer dans leur environnement. Ça, ce serait mon utopie. Merci, Mechtilde. Je pense que Mechtilde a aussi esquissé aussi quelques idées sur le théâtre du futur. Comment toi, tu vois ta propre utopie, ou plutôt le potentiel que tu vois de ta perspective pour peut-être une utopie, ou est-ce que tu en restes vraiment simplement à cette absolument juste la reconstruction, et puis comment toi aussi tu vois le théâtre du futur peut-être? Question, mais belle, très belle même. Mais moi, je distinguerais pas. Enfin, justement, je pense que pour que l'utopie soit pas simplement un lieu qui n'existe pas, mais davantage un lieu qui n'existe pas encore, et comme c'est un lieu heureux, enfin voilà, c'est l'utopie et pas la dystopie. Qui nous guette. Hein. Voilà, précisément cette notion de reconstruction, je la trouve plutôt comme le chemin pour aller vers ce lieu heureux qui n'existe effectivement pas encore. Et alors, je commençais en parlant du sentiment d'inutilité qu'ont pu éprouver, mais aussi parce que c'est ce qui fait vibrer, enfin un peu comme nous d'ailleurs les universitaires, si on n'a pas l'interaction avec nos étudiants, on a l'impression d'écrire dans le vide, de chercher dans le vide, voilà. Et de la même façon, les artistes auront besoin de ces interactions avec le public pour lequel ils jouent. Donc voilà, ils ont pu éprouver un sentiment d'inutilité. Voilà, le monde politique et un peu l'opinion publique leur a renvoyé un sentiment d'inutilité. Pour autant, moi, je suis convaincue qu'il y a de fait une utilité, je dirais même une responsabilité des artistes et des œuvres, parce que précisément, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises tout au cours de cette discussion,
l'art a le pouvoir de changer le monde. Ça, moi, je continue à y croire, mais aussi parce que, d'abord, pour le meilleur et pour le pire, hein, il faut voilà. Et ça, c'est une grande responsabilité, mais encore une fois belle, mais parce que ça façonne nos imaginaires. Voilà, moi, je travaille beaucoup en ce moment sur la question des violences sexistes et sexuelles, de la manière dont on les représente. Et il est certain que, par exemple, les œuvres d'art, la littérature, les films, les romans jouent un grand rôle, par exemple, ont joué historiquement un grand rôle dans l'érotisation de rapports amoureux qui sont marqués au sceau d'une certaine violence des hommes à l'égard des femmes, d'un rapport conquérant et parfois même prédateur. Donc, en résumé, ce qu'on appelle aujourd'hui en France la culture du viol, et que inversement, il y a des œuvres qui travaillent à produire une culture du consentement, une culture de l'érotisation, de l'égalité, de rapport. Alors bien sûr, il y a des films très récents dont on a beaucoup parlé en France, comme Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, mais il y a des films beaucoup plus anciens, par exemple comme Titanic, qui peuvent d'ailleurs aussi être réalisés donc par des hommes. Et il y a le même pouvoir, même si ça touche un public moindre, pour les œuvres théâtrales. Et puis il y a aussi, s'agissant des œuvres, des arts vivants de manière générale, il y a cette question de la coprésence physique des corps du côté des spectateurs et du côté des acteurs. Enfin voilà, il y a cette interaction, cette coprésence-là, y compris sur le plan énergétique, qui est aussi dotée d'un fort potentiel de transformation, et par la manière dont on transforme les récits, dont on construit les regards, on les déconstruit aussi. Et je prends l'exemple des questions de genre, mais ça vaut aussi pour la question raciale, ça vaut pour plein de... il y a cette possibilité-là. Et de fait, quand les occupations des théâtres dont je parlais, ça rejoint ces mouvements militants, que ce soit la continuité du mouvement MeToo, du mouvement Black Lives Matter, aussi des Gilets jaunes qui portent, alors de façon... Et puis, il y a aussi une discussion sur la culture, en fait, justement, et la culture légitime, ce qu'elle produit, ce qu'elle reproduit parfois, et ce qu'elle pourrait transformer un peu plus. Donc je pense qu'il y a... le terrain de jeu, de toute façon, il est immense, et le besoin de transformer, il est immense, et l'appétit, il est immense aussi. Les résistances également. Voilà, donc on en est là. C'est super. Malheureusement, quand on en arrive à la fin de l'heure, moi j'ai l'impression quand même que vous avez donné toutes les deux tous les éléments d'une véritablement une belle utopie qui, j'espère, pourra se réaliser avec plus de participation, Mechtilde, plus d'action, de responsabilité par soi-même, avec un élan créateur où on peut avoir, indépendamment d'être artiste ou pas, on peut avoir sa part pour façonner cette nouvelle société. Et toi aussi, donc Bérénice, tu dis aussi donc justement l'art qui nous façonne, l'art responsable aussi dans la société. Toutes les deux, vous parlez de plus d'inclusion, plus de diversité, de respect, d'égalité aussi, et d'égalité entre les gens dont tu parlais maintenant, Bérénice, plus particulièrement. Donc ça donne de l'espoir, non ? Alors, c'est un bon moyen quand même d'en arriver à la fin de cette discussion. J'aimerais quand même donner peut-être une minute, si quelqu'un a une question absolument urgente à poser à une de nos intervenantes. Das würde ich eigentlich noch annehmen und den Risiko eingehen. Je prendrai le risque de profiter de cette minute pour donner l'occasion à peut-être quelques personnes de poser une question. Je regarde ce qu'il en est. J'aimerais moi aussi contribuer à cette utopie. Mais si nous n'avons pas de questions, écoutez, si vous en avez une, mettez-la dans le chat. Et sinon, si ce n'est pas le cas, bien, je propose de terminer là-dessus. Je souhaite remercier toutes nos intervenantes. Je crois qu'on aurait pu encore passer 1, voire 2 heures de plus à échanger là-dessus. On aurait pu encore dire beaucoup de choses, mais en tout cas, pour moi, ça a été un véritable honneur, un grand honneur et un vrai plaisir aussi de discuter avec vous.